toujours dans le métabolisme, et là, c'est le métabolisme phosphocalcique. Je pense que vous avez assez d'informations et de notions sur la physiologie, sur le métabolisme. On va voir juste des petits rappels par rapport à la régulation. Pourquoi? Parce qu'à partir de cette régulation du métabolisme phosphocalcique, qui est très important, c'est à partir de là, toute anomalie va entraîner une certaine pathologie. Donc, et dans ces pathologies, vous devez avoir des notions. Donc, c'est l'objectif. Vous devez avoir des notions sur la régulation, sur l'implication, etc. C'est comprendre la concentration plasmatique qui subit une régulation très stricte. Le calcium, aussi bien le calcium que le phosphore, ont une fonction, si vous voulez, une activité assez liée, étroitement liée, et ils nécessitent une régulation très stricte. Ils interviennent dans toutes les réactions biochimiques, si vous voulez, de l'organisme. Donc, connaître les hormones impliquées dans la régulation du métabolisme phosphocalcique et leur site d'action, parce que c'est à partir de là qu'on peut avoir de nombreuses pathologies. Fournir les clés d'interprétation des principales anomalies du métabolisme, élaborer une stratégie diagnostique simple devant telle ou telle anomalie, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut demander, quelles sont les étiologies à évoquer. D'accord. Les ions minéraux, calcium et phosphore, jouent tous les deux un rôle fondamental dans de nombreux processus biologiques et le fonctionnement normal de toutes les cellules de l'organisme. Vous avez vu, le calcium, on le trouve partout. Ensemble, aussi bien le calcium que le phosphore constituent l'essentiel de la charge minérale. Le phosphore et le calcium, particulièrement le calcium, interviennent dans la formation de l'os, d'accord, et surtout sur la résistance mécanique de cet os. Donc, ils interviennent sur le remodelage, sur la minéralisation, sur la formation de l'os. Leur majeure partie est contenue dans le tissu osseux, d'accord, sous forme de cristaux d'hydroxyapatite. Le métabolisme du calcium et du phosphore sont étroitement liés, imposent le maintien d'un équilibre calcium-phosphate stable et constant. Ce métabolisme ou cet équilibre est régulé par un système endocrinien, par de nombreuses hormones qu'on va voir ensemble. Donc là, c'est juste des rappels sur le métabolisme. On va voir le métabolisme du calcium, du phosphore. Ensuite, quelles sont les hormones qui vont intervenir dans cet équilibre? Vous savez, par rapport aux besoins du calcium, un individu, un adulte normal, a besoin de 800 à 1 gramme par 24 heures. Les besoins en calcium sont augmentés dans certaines situations physiologiques, telles que la croissance, la grossesse, l'allaitement et à la ménopause. Où est-ce qu'on trouve le calcium? C'est dans les laitages, le poisson, les légumes, les fruits secs, etc. Le calcium, il est essentiellement apporté par l'alimentation. Il est absorbé par l'intestin au niveau du duodénum, donc de deux façons, de façon active, donc par le biais surtout de l'hormone de la vitamine D, ça c'est important. La vitamine D agit au niveau de l'intestin pour favoriser l'absorption du calcium. Retenez cette information. Et une partie du calcium est absorbée de façon passive, donc en fonction d'un gradient de concentration. Lorsqu'il y a beaucoup de calcium, il est systématiquement réabsorbé, etc. L'absorption, elle est diminuée en présence de certains aliments, les épinards, les bases, les glucocorticoïdes. C'est pour ça que quand on met le patient sous glucocorticoïdes, sous corticoïdes, on le supplémente en calcium parce qu'il y a une diminution. Il est augmenté par le pH, par la vitamine D, ça c'est important. La PTH, c'est important. La parathormone, la growth hormone, c'est important. Donc, c'est des hormones ou des éléments qui vont augmenter l'absorption du calcium. Le calcium est essentiellement éliminé au niveau intestinal, d'accord, donc au niveau par voie fécale, donc intestinale, et une partie par le rein.
c'est important, par le biais de la PTH et de la vitamine D, d'accord, il sera réabsorbé. La répartition du calcium, il faut savoir qu'il y a le calcium ionisé, d'accord, c'est le calcium ionisé qui est actif. Donc, la partie ionisée, ce n'est pas la partie liée aux protéines, à l'albumine, etc., qui est active, c'est la partie ionisée qui est active. Donc, seule la forme libre est biologiquement active. D'accord? Quel est le rôle du calcium? Le calcium, on le trouve pratiquement partout. Essentiellement, il intervient dans la formation des os et dans la charpente osseuse, dans le côté mécanique de l'os, c'est un rôle essentiel, mais également on va le retrouver dans les différents métabolismes de l'organisme. Ça, c'est regardez, action mécanique sur la structure des os. Et puis, la forme ionisée, elle a une action métabolique neuromusculaire. Il entre dans le contrôle de l'excitabilité neuromusculaire. Pourquoi c'est important de connaître le rôle? Parce que lorsqu'on a une hypercalcémie ou une hypocalcémie, va se traduire justement par des anomalies et par des signes cliniques en rapport avec le rôle de ce. Donc, si il intervient dans la neuroexcitabilité, dans l'excitabilité neuromusculaire, si on a une hyper ou une hypo, on aura des manifestations neurologiques, on aura des manifestations cardiaques, on aura des manifestations, diverses manifestations. Donc, neuromusculaire, contrôle de l'excitabilité neuromusculaire, libération de neurotransmetteurs, il joue un rôle au niveau du cœur, du muscle dans la contraction, etc. Il a un rôle de second messager. Donc, au niveau, par exemple, de la cellule myocardique, vous savez que dans la contraction, etc., il faut ce gradient calcium, potassium, etc. D'accord? Maintenant, le phosphore, c'est juste un petit rappel parce que c'est des notions que vous avez déjà vues et ils sont frais dans vos têtes. Donc, c'est juste des rappels pour entamer justement la régulation. Les besoins en phosphore chez l'adulte jeune, chez l'adulte normal, c'est 800 mg à peu près par jour, presque 1 gramme. Ils peuvent augmenter également pendant la croissance. L'apport, c'est les viandes, c'est les poissons, le lait, les laitages, le jaune d'œuf, etc. Il est absorbé dans 70%. Il représente 70% du phosphore ingéré et se fait dans la partie moyenne de l'intestin. Donc, le calcium duodénum, le phosphore jéjuno-ilial. Il est augmenté par la calcitriol, c'est la vitamine D, par la growth hormone, hormone de croissance, et par la parathormone. Sa sécrétion ou son absorption est diminuée par le calcium et par le magnésium. À chaque fois que vous avez un bilan phosphocalcique perturbé, pensez au magnésium parce qu'il intervient dans le métabolisme phosphocalcique. Son élimination est majoritairement rénale. Une partie, elle est éliminée au niveau intestinal, Urinaire, c'est le résultat de la filtration glomérulaire et de la réabsorption tubulaire précoce. L'excrétion proximale des phosphates est augmentée par la parathormone, par la calcitonine et diminuée par l'hormone de croissance. Donc, ça, c'est important à connaître pour retenir les hormones qui interviennent justement dans la régulation du métabolisme phosphocalcique. Sa répartition, 85%, c'est comme l'os, essentiellement au niveau de l'os. Et puis, l'autre partie qui reste, c'est au niveau des autres tissus et intervient dans d'autres métabolismes. Il constitue l'élément important de la formation donc, de l'os. Il intervient comme tampon intracellulaire et urinaire des phosphates. Composition des acides nucléiques, source d'énergie, donc à chaque fois l'ATP, etc. Stockage et libération de l'énergie. Il a un rôle dans l'activation enzymatique, la coagulation et régulation de la glycolyse. Donc là, c'est pour vous résumer le calcium, le rôle du calcium et du phosphore. Tous les deux, ils ont un effet ou un rôle majeur dans la constitution de la formation
et accessoirement les autres rôles, l'excitabilité neuromusculaire, libération de neurotransmetteurs, c'est ce qu'on vient de voir ensemble. Maintenant, le plus important, cet équilibre phosphocalcique qui est important à maintenir pour le bon fonctionnement de notre organisme, comment il est réglé, quelles sont les hormones, quels sont les sites d'action, etc. L'intestin, l'os et le rein sont les 3 sites de régulation du calcium et du phosphore. Donc l'intestin, où se passe l'absorption, l'os où se fait la libération et se fait le stockage. Il faut savoir que l'os, c'est le lieu de stockage d'excellence du calcium. Le rein également. Là, l'intestin pour l'absorption, le rein pour l'excrétion, pour l'élimination, pour l'absorption, etc. Donc, les principales hormones qui régulent les sites, donc l'intestin, l'os et le rein. Donc, si vous avez une anomalie du métabolisme phosphocalcique, vous aurez des manifestations digestives, vous aurez des manifestations osseuses rhumatismales, vous aurez des manifestations rénales, etc. D'accord? Les principales hormones qui vont équilibrer, ils vont réguler la calcémie sont la parathormone, la PTH, d'accord, qui est sécrétée par les parathyroïdes. Vous avez la vitamine D, donc qui a 2 origines, soit apport alimentaire ou produite par endogène par le cholestérol. D'accord, c'est important, mais pas toutes les vitamines D, c'est la fraction 1,25 qui est active. Et vous avez la calcitonin, c'est une hormone qui est sécrétée accessoirement, l'hormone sécrétée par les cellules claires donc de la thyroïde. L'objectif prioritaire est de maintenir l'homéostasie calcique tout en permettant une minéralisation satisfaisante du squelette qui constitue un réservoir calcique. C'est ce que je vous ai dit, que l'os était le réservoir et le lieu de stockage du calcium. Et donc, ces différentes hormones et la vitamine D vont contribuer à maintenir, équilibrer le bilan phosphocalcique tout en maintenant une bonne ossification. D'accord? Maintenant, la parathormone. Regardez, l'hormone, c'est une hormone protéique synthétisée et sécrétée par les glandes thyroïdes. Vous savez que les glandes parathyroïdes, vous avez la thyroïde. Dans la face postérieure de la thyroïde, vous avez les parathyroïdes. Essentiellement, majoritairement, on a 4 parathyroïdes, mais on peut arriver jusqu'à 12 parathyroïdes. Mais ce qui est général, c'est 4 glandes parathyroïdes. La parathormone est synthétisée par les cellules principales. Son facteur de régulation est la calcémie. La sécrétion ou l'inhibition de la parathormone est sous la dépendance de la calcémie. Soit la calcémie est augmentée, soit la calcémie est diminuée. Donc, ça va soit stimuler, soit inhiber la parathormone. D'accord? Il faut savoir que l'hypocalcémie stimule la synthèse et la libération de la parathormone. L'hypercalcémie et la vitamine D inhibent la sécrétion de la parathormone. D'accord? L'hypocalcémie stimule la libération de la PTH. L'hypercalcémie et la vitamine D diminuent ou inhibent la sécrétion de la parathormone. Quels sont les effets de la PTH? Les effets physiologiques. Il faut savoir que la PTH est une hormone hypercalcémiante et hypophosphorémiante. Donc, la PTH va agir sur le métabolisme phosphocalcique. Si on a une hypocalcémie, qu'est-ce qu'il va y avoir? Ça va par un feedback, ça va stimuler la sécrétion de la PTH. D'accord? Quand elle stimule la sécrétion de la PTH, elle va augmenter la calcémie, donc elle va entraîner une hypercalcémie et elle va favoriser une élimination du phosphore, donc elle va donner une hypophosphorémie. D'accord? Certains effets sont dus à l'hormone elle-même, donc soit un effet direct de la PTH sur le bilan phosphocalcique, d'autres sont médiés par la vitamine D. D'accord? Donc la PTH, elle est hypercalcémiante, hypophosphorémiante. Elle va entraîner une hypercalcémie par effet direct, soit sur l'os, soit sur le rein, soit à un effet
indirect sur l'intestin par le biais de la vitamine D. Et donc, la PTH entraîne une résorption osseuse du calcium. Donc, elle va aller au niveau du stock, le lieu de stockage, le réservoir du calcium, et elle va prendre le calcium. Donc, elle va entraîner une résorption osseuse. D'accord? Elle va entraîner une synthèse rénale de vitamine D active, laquelle cette vitamine D active va agir au niveau de l'intestin et va augmenter l'absorption du calcium, donc corriger l'hypocalcémie. Et directement au niveau du rein, elle va entraîner la réabsorption rénale du calcium. D'accord? Elle est hypercalcémiante, hypophosphorémiante. Soit un effet direct, soit un effet indirect. L'effet indirect, c'est par le biais de la vitamine D au niveau de l'intestin. Les deux effets directs se font au niveau, se font au niveau de l'os et au niveau du rein. Tout ça est important à connaître parce que de là va découler la symptomatologie d'une hyperpara, d'une hypopara, d'une hypercalcémie, etc. D'accord? Les effets de la parathormone. Regardez au niveau de l'os. La parathormone, comment elle va entraîner cette réabsorption? Comment elle va corriger l'hypercalcémie, l'hypocalcémie? Au niveau de l'os, la parathormone est la principale hormone stimulant la résorption osseuse. Elle augmente l'activité de la résorption des ostéoclastes ostéolytiques existants et induit la formation des ostéoclastes. Vous savez que les ostéoblastes entraînent la minéralisation et les ostéoclastes entraînent une ostéolyse. Quand on fait une ostéolyse, on va puiser le calcium et augmenter la calcémie. Donc, elle inhibe la synthèse du collagène, d'autre part, pour la trame osseuse et le développement des ostéoblastes. Elle favorise l'ostéolyse et réduit l'ostéogénèse, ce qui entraîne une majoration du calcium en mobilisant les réserves. L'action de la PTH sur l'os nécessite la vitamine D. C'est pour ça que quand on a une ostéoporose, on va donner du calcium, on va donner le calcium. Si on ne donne pas la vitamine D, ça ne sert à rien. Donc, c'est la vitamine D qui va aider la fixation de l'os, du calcium au niveau de l'os. Au niveau du rein, il y a une augmentation de la réabsorption tubulaire du calcium, une diminution de la réabsorption tubulaire des phosphates, donc elle va donner une hypophosphorémie, une hyperphosphaturie. Secondairement, elle va augmenter la calciurie. Vous allez me dire, il y a une hypocalcémie, elle doit retenir le calcium, n'est-ce pas? Donc, elle va d'une part corriger cette hypocalcémie par hypercalcémie, mais à un certain moment, il va y avoir un dépassement du seuil de l'hypercalcémie et donc ce calcium, en plus, il va être éliminé au niveau rénal et entraîner une hypercalciurie. Donc, vous avez une hypercalcémie, une hypercalciurie, une hypophosphatémie, d'accord, et une hypophosphature et une augmentation de la phosphature. Elle augmente l'activité de 1-alpha-hydroxylase au niveau du tube contourné proximal. Donc, elle va contribuer à la synthèse de la vitamine D active. Auquel cas, cette vitamine D active va agir au niveau de l'intestin. Donc, la PTH n'a pas un effet direct sur l'absorption intestinale du calcium, mais via la vitamine D qu'elle a participé à sa formation au niveau rénal. Donc, il faut retenir les effets physiologiques au niveau de l'os, au niveau du rein et au niveau de l'intestin. D'accord? Là, c'est pour vous résumer un petit peu. Vous avez la parathormone et sous l'effet de la calcémie, on a soit une inhibition de la PTH, soit une stimulation de la PTH. Donc, elle va stimuler la parathyroïde qui va sécréter la PTH. La PTH a une action directe au niveau du rein et au niveau de l'os. D'accord? Et elle a un effet indirect au niveau intestinal par le biais de la vitamine D.
Et cette PTH, elle entraîne une hypercalcémie, une hypophosphorémie, une hypercalciurie et une hypophosphorémie et une hyperphosphaturie. D'accord? C'est important à retenir. Maintenant, le deuxième élément qui entre dans la régulation du métabolisme phosphocalcique, c'est la vitamine D. D'accord? Vous savez que la vitamine D, c'est une vitamine qui est liposoluble. Elle a deux origines. Elle est soit endogène, soit exogène. L'endogène par le biais du cholestérol, d'accord? Et endogène par l'apport alimentaire, les huiles, les foies de morue, etc. Son métabolisme actif, elle doit subir plus de transformations pour être active. D'accord? Donc, c'est sous l'effet des UV au niveau de la peau. Il va y avoir la synthèse de la vitamine D qui va passer la barrière hépatique où elle sera hydroxylée. Il va y avoir une hydroxylation. Donc, ça va entraîner une vitamine D intermédiaire qui va passer au niveau du rein sous l'effet de la PTH qui va être une deuxième hydroxylation. C'est pour ça qu'il y a le 1,25 hydroxylase. Donc, il y a une deuxième hydroxylation au niveau du rein. À ce moment-là, elle va devenir une vitamine D active qui va agir au niveau des sites d'action dédiés à la vitamine D. D'accord? Les effets biologiques de la vitamine D. C'est une vitamine hypercalcémiante et hyperphosphorémiante. La PTH, elle était hypercalcémiante, hypophosphorémiante, on a vu. La vitamine D, elle est hypercalcémiante et hyperphosphorémiante. Sur l'intestin, elle augmente la réabsorption. Regardez, elle augmente la réabsorption intestinale du calcium et du phosphore. Au niveau de l'os, elle entraîne une résorption osseuse du calcium. À faible dose, elle entraîne la minéralisation, d'accord? À forte dose, elle libère le calcium et le phosphore à partir du tissu osseux et accélère la formation des ostéoclastes. Au niveau du rein, pas d'action ou pas d'effet direct. Elle potentialise l'effet de la PTH sur la réabsorption rénale du calcium et du phosphore. Donc, la PTH avait un effet direct sur l'os et le rein. Elle n'avait pas d'action sur l'intestin. La vitamine D a un effet sur l'intestin, sur l'absorption intestinale, sur la résorption osseuse, mais pas d'effet direct au niveau du rein. La PTH, c'est une hormone hypercalcémiante, hypophosphorémiante. La vitamine D, elle est hypercalcémiante, hyperphosphorémiante. D'accord? Et donc, l'hydroxylation de la vitamine D ou la 1-alpha-hydroxylase, elle est stimulée par l'hypocalcémie. Donc, quand on a une hypocalcémie, donc il va y avoir une stimulation de l'hydroxylation pour avoir une vitamine D active et stimuler la réabsorption du calcium intestinal et stimuler la PTH. La PTH également, elle intervient au niveau rénal pour la transformation de la vitamine D inactive en vitamine D active. L'hypophosphatémie également, elle va stimuler l'hydroxylation de la vitamine D inactive, d'une part. Les éléments qui vont inhiber cette hydroxylation, c'est l'hypercalcémie, la calcitonine et l'hyperphosphatémie. Et même la 1-alpha-25, c'est la dihydroxycalciférol ou bien la vitamine D active, elle exerce un effet rétrocontrôle sur sa propre synthèse. S'il y a un excès de vitamine D active, elle va inhiber, d'accord, elle va inhiber l'hydroxylation. Donc, vous avez 4 éléments qui inhibent l'hydroxylation et vous avez l'hypocalcémie, la PTH et l'hypophosphatémie qui vont stimuler l'hydroxylation et la transformation de la vitamine D inactive en vitamine D active. Le troisième élément de la régulation de l'équilibre phosphocalcique, c'est la calcitonine.
ou la thyrocalcitonine, qui est une hormone sécrétée par les cellules parafolliculaires de la thyroïde. Donc, on a les cellules claires ou les cellules C de la thyroïde. Elle est antagoniste de la PTH pour le calcium et elle a un effet synergique pour la PTH concernant le phosphore, c'est-à-dire antagoniste à la PTH. La PTH entraîne une hypercalcémie. Donc, la calcitonine va entraîner une hypocalcémie. D'ailleurs, la calcitonine est utilisée dans le traitement des états d'hypercalcémie. D'accord? Elle est utilisée dans le traitement des hypercalcémies. Donc, elle est hypocalcémiante. Et elle est synergique par rapport à la PTH concernant le phosphore. Rappelez-vous, la PTH est hypercalcémiante, hypophosphorémiante. La calcémie, la calcitonine, elle est hypocalcémiante et hypophosphorémiante. La vitamine D, elle est hypercalcémiante, hyperphosphorémiante. Vous avez vu les mécanismes d'action et les mécanismes utilisés pour expliquer cet effet physiologique. Les effets biologiques de la calcitonine, donc là, c'est pour vous dire que le bilan, le métabolisme phosphocalcique est réglé essentiellement par la parathormone et la vitamine D. C'est les deux éléments importants dans la régulation. La calcitonine n'a qu'un effet secondaire. D'accord? Elle n'a qu'un effet secondaire. D'ailleurs, ça s'explique, par exemple, quelqu'un qui fait un problème de la thyroïde, on enlève, on fait une thyroïdectomie, d'accord? On fait une thyroïdectomie totale, ça veut dire on a pris les cellules parafolliculaires. Et donc, on va avoir, on n'aura pas de calcitonine. Et donc, malgré ça, le métabolisme phosphocalcique n'est pas très altéré. Donc, pour vous dire que l'action ou l'effet physiologique de la calcitonine est accessoire. Donc, au niveau de l'os, elle inhibe les ostéoclastes, active les ostéoblastes, favorise la pénétration du calcium dans l'os. Elle est hypocalcémiante. Donc, elle prend l'os externe, elle le fixe sur les os. Donc, elle est hypocalcémiante. Au niveau du rein, elle diminue la réabsorption de phosphate et de calcium. Et elle inhibe la transformation de 1-alpha-hydroxylase en vitamine D active. Donc, elle est hypocalcémiante, hypophosphorémiante. Elle a un effet au niveau de l'os, elle a un effet au niveau rénal. Sur l'intestin, il n'y a pas d'action. Et en général, sur le bilan phosphocalcique, elle n'a qu'un effet accessoire. D'accord? Regardez, sous l'effet du calcium, lorsqu'il y a une hypercalcémie, stimulation de la calcitonine, c'est une hormone qui est hypocalcémiante. Au niveau de l'intestin, pas d'effet. Au niveau de l'os, elle diminue la résorption ostéoclastique, elle diminue la réabsorption du calcium. Donc, la calcitonine n'est pas une hormone indispensable à l'équilibre phosphocalcique à long terme. Sa sécrétion est réglée par la calcémie. Lorsque la calcémie augmente, il y aura une décharge d'hormones. Donc, elle a un effet à court terme. Donc, dès qu'il y a une hypercalcémie, donc il y a calcitonine. Mais à long terme, c'est la PTH et la vitamine D qui vont s'occuper ou prendre en charge le métabolisme phosphocalcique. D'accord? À côté de la calcitonine, de la PTH et de la vitamine D, il existe d'autres hormones qui peuvent influencer le métabolisme phosphocalcique, mais de façon secondaire. Donc, il va y avoir un dépassement de l'équilibre phosphocalcique par la PTH, par la vitamine D, ils seront dépassés. Donc, il va y avoir la mise en route d'autres hormones. Essentiellement, l'hormone de croissance, elle stimule la formation des os. C'est pour ça, lorsqu'on a l'acromégalie, rappelez-vous, l'acromégalie, il y a une masse osseuse, organomégalie, etc. Donc, l'hormone de croissance intervient dans la formation osseuse. Les hormones thyroïdiennes, elles favorisent la résorption osseuse.
Les glucocorticoïdes inhibent l'absorption intestinale du calcium et diminuent la minéralisation. C'est pour ça que quand vous mettez les patients sous corticoïdes, vous devez surtout au long cours à forte dose, vous devez les supplémenter en calcium parce qu'il y a le risque d'hypocalcémie et il y a le risque d'ostéoporose. D'accord? Les œstrogènes et les androgènes favorisent la formation osseuse. C'est pour ça la femme en phase ou en période de ménopause, donc il n'y aura pas d'œstrogène, il y a le risque d'ostéoporose. D'accord? Donc, comment explorer justement cet équilibre phosphocalcique? L'équilibre phosphocalcique, il y a des signes, il y a des examens biologiques, il y a des examens en rapport avec un remodelage osseux et le bilan hormonal. Quand vous êtes devant une pathologie, vous faisant évoquer un déséquilibre phosphocalcique, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le dosage du calcium, on va faire le dosage du phosphore, on va faire un bilan rénal, d'accord? On va faire un taux d'albumine. Il faut savoir que le calcium ionisé, c'est la partie qui est active. Or, nous, quand on dose le calcium avec la fraction associée à l'albumine. Toujours pour avoir une calcémie juste, d'accord, une calcémie juste, on parle de calcémie corrigée. La calcémie corrigée, c'est par rapport au taux d'albumine. Donc, on fait le dosage du calcium, on fait le dosage de l'albumine, d'accord, et on calcule la calcémie corrigée. Le taux d'une calcémie normale, c'est entre 90 à 105 mg. Moins de 90, on est dans l'hypocalcémie. Plus de 105, on est dans l'hypercalcémie. Mais pour retenir, est-ce que c'est une calcémie normale, il faut toujours la corriger par rapport, et vous avez là cette formule pour corriger la calcémie. Bien sûr, il faut rechercher la phosphorémie, la phosphaturie, etc. Et sur le plan hormonal, on fait le dosage de la PTH, on dose la vitamine D, c'est important, devant une perturbation phosphocalcique, devant une perturbation de la PTH, il faut toujours doser la vitamine D. La calcitonine n'est pas très importante à doser. La thyrocalcitonine n'est utilisée que dans le cadre des cancers, les cancers thyroïdiens, etc. Les marqueurs du remodelage osseux, c'est vous avez l'hydroxyprolinurie, l'AMP cyclique urinaire, vous avez les phosphatases alcalines, etc. Donc, dans un premier temps, vous faites un bilan phosphocalcique. Si vous êtes devant une hyper ou une hypo, donc vous complétez par un bilan hormonal, la PTH et le dosage de la vitamine D. Ensuite, en fonction des étiologies, vous pouvez demander les marqueurs de remodelage, l'hydroxyprolinurie, etc. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme pathologie du métabolisme phosphocalcique? Donc, soit des pathologies en faveur des anomalies liées au calcium ou liées au phosphore. Liées au calcium, on a deux cas de figure. On a les hypercalcémies et on a les hypocalcémies. En tout cas, c'est des cours que vous allez voir, surtout avec l'hyperpara, l'hypopara, les étiologies. Les états d'hypercalcémie, qu'est-ce qu'on peut avoir? Une hyperparathyroïdie qui va augmentation de la PTH et du calcium. On va avoir de l'ostéoporose, d'accord? Donc, il va augmenter la résorption osseuse, augmenter le calcium sérique. Les sarcoïdoses, ce sont les cancers des os, donc excès de synthèse de vitamine D, donc atteint la résorption osseuse et augmentation du calcium. Une hypervitaminose D, elle va augmenter l'absorption intestinale du calcium et on va avoir une hypercalcémie. Les états d'acidose, rappelez-vous au début, pour l'élimination et l'absorption du calcium, on avait parlé d'acidose, d'alcalose, etc. La maladie est une maladie qui intervient dans le remodelage osseux. Elle est responsable d'une hypercalcémie. Quelles sont les causes des hypocalcémies, des hypoparas? On n'a pas donné de détails parce que vous les ferez très prochainement. Donc, ils vont entraîner une baisse de la PTH, la vitamine D devant une hypocalcémie, toujours supplémentée en vitamine D. Il y a les problèmes d'absorption intestinale, par exemple la maladie cœliaque,
etc. Les néphrites, l'atteinte rénale chronique. Les insuffisants rénaux, vous avez dû voir qu'ils ont souvent des hypocalcémies. L'alcalose, puisque l'acidose donne une hypercalcémie, l'alcalose, elle va donner une hypocalcémie. L'hypoprotidémie, donc c'est pour ça à chaque fois, un bilan phosphocalcique doit être interprété après avoir corrigé la calcémie. Les pathologies du phosphore, donc toujours l'hypoparathyroïdie, l'hypervitaminose, elle vous donne une hyperphosphorémie, l'insuffisance rénale. L'hypophosphorémie, elle peut se voir contrairement dans l'hyperparathyroïdie, la vitaminose D, par diminution d'absorption intestinale du phosphore, diminution et réabsorption rénale. Donc ça, c'est pour juste vous citer quelques étiologies et pathologies concernant le métabolisme phosphocalcique. Il faut savoir le régulation, que la parathormone, la PTH, elle est hypercalcémiante, hypophosphatémiante, à retenir. La vitamine D active ou le calcitriol, elle est hypercalcémiante, hyperphosphorémiante. La calcitonine qui a un effet accessoire, elle est hypocalcémiante, hypophosphorémiante. D'accord? Donc finalement, il faut savoir que l'exploration minimale d'une anomalie du métabolisme phosphocalcique repose sur la calcémie et la phosphorémie. Elle est complétée selon le cas par les dosages de la parathormone et de la vitamine D. Une calcémie anormale s'interprète après vérification de l'albumine, d'accord, en dosant la PTH. Le dosage de la vitamine D est nécessaire pour interpréter une élévation modérée de la PTH. Une hypercalcémie à PTH élevée et à phosphatémie abaissée correspond à une hyperpara primaire. Là, c'est d'ordre pratique. Quand vous avez un bilan phosphocalcique, à quoi y penser, comment compléter votre bilan. L'association d'une normocalcémie et d'une hypocalcémie à une PTH élevée doit faire rechercher un déficit calcique en vitamine D, la malabsorption ou l'insuffisance rénale. Une hypocalcémie avec une hyperphosphatémie et une PTH basse correspond à une hypopara, le cours que vous aurez prochainement. Le traitement de l'hypopara repose sur l'administration conjointe au long cours de calcium et de vitamine D. L'hypomagnésémie, ce que je vous ai dit tout à l'heure, toujours quand vous avez une anomalie phosphocalcique, essentiellement une hypocalcémie, pensez à l'hypomagnésémie parce qu'elle intervient dans le métabolisme phosphocalcique et de la PTH. Voilà, voilà. On a terminé le métabolisme phosphocalcique. Je sais que vous avez des notions très récentes sur le métabolisme phosphocalcique. C'était juste un rappel et surtout pour insister sur les organes qui interviennent ou les sites qui interviennent dans ce métabolisme et surtout les hormones. Pourquoi? Parce qu'à partir de ces connaissances-là, vous aurez certaines pathologies, vous aurez à gérer des pathologies, des hypocalcémies, des hypercalcémies, etc. Donc, c'est juste un cours à titre de rappel. Voilà, maintenant, on va passer aux questions de nos chers collègues. Si vous avez des questions concernant l'hypoglycémie ou concernant le bilan phosphocalcique, d'accord, donc on entame le débat. Alors, j'ai quelques questions. La diminution de la glycémie seule ne suffit pas à poser le diagnostic. Donc, qu'est-ce qu'on peut penser en dehors des hypoglycémies? Donc, pour poser le diagnostic d'hypoglycémie, bien sûr, la biologie, c'est un élément, mais c'est un faisceau d'arguments. Vous avez les signes cliniques, vous avez l'élément biologique et vous avez le test thérapeutique. Devant des manifestations cliniques, par exemple neurovégétatives, vous pouvez penser à un choc vagal, un malaise vagal, par exemple. Vous pouvez penser à un malaise vagal, à un état d'hystérie, une panique, etc. D'accord?
Mhm. Si vous avez d'autres questions concernant les hypoglycémies d'abord. Si vous avez des questions, je vois que les présents, on est à la moitié, même pas la moitié des présents. Est-ce que c'est l'effet week-end? Mhm. Est-ce que les hypoglycémies peuvent être d'origine hormonale? Bien sûr, toute la glycémie, elle est sécrétée, toute la glycémie, elle est équilibrée, si vous voulez, ou elle est réglée par un système neuro-endocrinien, hormonal. Vous avez le cortisol, vous avez la growth hormone, l'hormone de croissance. Donc, si vous avez, par exemple, une insuffisance surrénalienne, d'accord? L'insuffisance surrénalienne, vous avez un taux de cortisol qui est bas. Donc, si le taux de cortisol est bas, ça peut vous donner une hypoglycémie. Donc, l'origine hormonale, on l'avait cité dans les hypoglycémies d'origine, par exemple, évidente. Vous avez une insuffisance rénale, vous avez une insuffisance surrénalienne. Donc, c'est d'origine hormonale. Alors, les états, attendez, les états d'hyperinsuline, prédiabète pour les hypoglycémies fonctionnelles. D'accord. Dans dans les hypoglycémies prédiabète, qu'est-ce qu'on peut avoir? Si vous faites une glycémie à jeun dans les états de prédiabète, qu'est-ce qu'on a? On a des états d'hyperinsulinisme et on a un état d'insulinorésistance. Quand vous êtes à jeun, la glycémie est normale, donc vous n'avez pas d'hypoglycémie, vous n'avez pas d'hyperglycémie. En postprandial, d'accord, en postprandial, on a un état d'hyperinsulinisme. Cet hyperinsulinisme, qu'est-ce qu'il va entraîner? Il va entraîner des hypoglycémies, d'accord? Il va entraîner une hypoglycémie. Et donc, au lieu de faire des hyperglycémies, on a des hypoglycémies, c'est des états de prédiabète. Une glycémie inférieure sans expression chez un diabète est-elle considérée qui doit être prise en charge? Alors, chez le patient diabétique, il faut faire très attention. On peut ne pas, c'est ce que je vous ai dit au début, on peut ne pas avoir de manifestations cliniques parce que soit il est sous bêta-bloquant, soit il a une neuropathie végétative, d'accord? Donc, ce qui va supprimer les manifestations. C'est pour ça qu'on demande aux patients diabétiques de surveiller sa glycémie parce qu'il peut faire des 0,50, il peut faire 0,60, 0,40, il ne ressent rien, d'accord? Donc, il faut, pour corriger, donc il faut corriger d'abord l'hypoglycémie et puis faire l'éducation thérapeutique et voir quelle est la cause. Le risque chez le diabétique, je vous ai dit, quand il y a une hypoglycémie prolongée, d'accord, il y a une hypoglycémie prolongée, il va y avoir une diminution du seuil de la sécrétion des hormones de contre-régulation. Et donc, le patient ne va pas faire de symptômes. Parfois, il va passer directement, ça va s'aggraver, il va venir directement avec des signes de neuroglucopénie. D'accord? Donc, l'éducation thérapeutique, la surveillance glycémique, faire un resucrage et revoir la thérapeutique. D'accord? Donc, on peut avoir des hypoglycémies, surtout chez le diabétique, sans manifestation, ou bien sous bêta-bloquant, qui va diminuer l'effet adrénergique, neuroadrénergique. Voilà. Bien sûr, vous aurez les supports, vous aurez les vidéos.
La date d'examen. Là, après, concerne le calcium. 90-105, c'est les normes après ou? Alors, 90-105, c'est les normes de la calcémie chez un individu normal. Moins de 90, on parle d'hypocalcémie. Plus de 105, on parle d'hypercalcémie. Et là, on doit rechercher la cause et la corriger. Alors, en cas de contre-indication au glucagon chez un patient confus au coma, on fait le resucrage par voie IV, par un glucosé hypertonique. D'accord? Parce que ça ne sert à rien de donner s'il n'y a pas de réserve, et on va aggraver l'hypoglycémie si on donne le glucagon. Donc, il faut à tout prix faire le resucrage IV. D'accord. Pourquoi la vitamine D est nécessaire pour la résorption osseuse? La PTH a besoin de vitamine D pour agir au niveau de l'os. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, que si vous donnez le calcium chez une patiente, qui a une ostéoporose, et vous ne donnez pas de vitamine D, elle ne va pas agir parce que la vitamine D va agir au niveau de la PTH. Et la PTH permet, et la fixation, ça dépend le mécanisme, et la fixation du calcium au niveau de l'os. Et quand on a une hypocalcémie, elle va entraîner une résorption de osseuse. Voilà. La vitamine D, elle est importante. Vous savez qu'on est pratiquement tous déficitaires en vitamine D. D'accord. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Donc, je pense qu'on a... Professeur, Oui. il n'y a pas de support pour ce cours sur la plateforme. Est-ce que vous pouvez me l'envoyer plus tard? Ah, pour ce support, le métabolisme, phosphocalcium, Oui, l'hypoglycémie عندكم. oui, كاينة la plateforme. Il n'y a pas de souci. قولي لي كيفاش نقدر نبعثه لكم دركا ولا نديرو PDF و... Vous pouvez les envoyer هنايا في لتحت كاين normalement. Vous êtes sur ordinateur. Oui. في le chat كاينة لتحت هذيك. حسني تشوفي. Je sais pas واش عندكم en français نتاعي en anglais. قولي لي معليش واش كاين. فايل عندي فايل. نعاود ندخل في زوم كيما راني. في le chat لتحت كامل pour écrire un message كاينة قدامها. شتها هذيك. بصح وين راهي راحت لي وين كاين كونفرساسيون في فيشي عم دايرين فيشي فوالا اوكي. ومن بعد واش ندير وين راهو لي سيبور عندك sur ordinateur. اورديناتور كي راني حلاتو ولا نغلقو واش ندير قول لي وهاب. Il faut sélectionner le fichier où vous l'avez déposé. Je ne sais pas dans quel document. Sur le bureau. Sur l'ordinateur. Voilà, il est sur le bureau. Donc, في البيرو. dans le bureau, sélectionner, il faut sélectionner. Je le mets وين مكتوبة fichier, je le dépose. Voilà. Voilà. Je pense هسنا نشوف. هسنا نغلق هسنا نشوف واش ندير. Très bien. Quand vous avez appuyé sur le fichier, métabolisme. Sinon, je vais essayer.
Regardez, est-ce que c'est bon comme ça? Il est en train de renvoyer. D'accord. هكذا. راكم تشوفوا انتم واش راني ندير؟ Non, non, on n'arrive pas. Non, Mazel, on n'a rien reçu. Oui, oui, on a واش reçu. ندير؟ On Vous a, avez, on l'a reçu. vous l'avez reçu? Oui. Bien sûr.